bonjour, nous sommes avec Christophe Barbier, président de la Bellaude et directeur du développement. Christophe, comment ça va? Ça va très bien, pour nous ça se passe au mieux. Par rapport au mandat, je suis président depuis la création de l'entreprise, depuis 2014. Il faut savoir que derrière, on est une entreprise particulière parce qu'on est une entreprise de forme de SCOP, qui est une société coopérative, ouvrière et participative, qui a été formée suite à une lutte sociale pour contrer une fermeture qui appartenait à une multinationale dont le siège social était en Angleterre on fabriquait plutôt des glaces au niveau national. Et on avait des marques comme Oasis, Disney, on faisait aussi un petit peu pour Fauchon, on avait quelques licences qui permettent d'avoir des produits qui étaient valorisés et qui était vendue en grande surface. En fait, on est issu d'une entreprise qui date depuis 1972, qui a été créée en 1972. Donc, il y avait un savoir-faire sur Carcassonne de glacier qui était au départ une valorisation du lait au niveau du sud-ouest, où on appartenait à un groupe laitier 3A. Et donc, ils avaient eu l'idée de faire une unité de crème glacée sur Carcassonne, grâce à M. Lapère, qui était à l'époque le président du groupe 3A, qui avait une ferme laitière pas trop loin de notre ville. Au fur et à mesure de l'évolution, l'entreprise Pilpa a eu une croissance assez importante jusqu'à devenir marché national au niveau des produits. On fabriquait tout type de produits, ça pouvait être du bac, des pots, on faisait aussi des bâtonnets, des cornets. On appelle ça des extrudés, c'est-à-dire style Magnum ou mini Magnum, tous les produits qui peuvent exister en glace, on les fabriquait à Carcassonne, avec à peu près, on était entre 150, 160 salariés en temps plein, et après on demandait des intérimaires qui venaient nous aider pendant la saison d'activité, parce qu'on a des produits qui sont saisonniers et qui sont fabriqués entre mars et août d'une façon importante pour faire de stock, pour que les produits soient présents dans les rayons pendant la saison estivale. Et donc on pouvait monter jusqu'à quasiment 250 salariés, qui amenaient aussi de l'emploi, qui amenaient derrière aussi une richesse économique au niveau de notre ville, qui n'est pas une grande ville où il y a beaucoup d'industrie et surtout de transformation, et qui était devenue une institution dans notre ville. Et donc on a annoncé une cession d'activité à une grosse entreprise multinationale qui était déjà basée en Angleterre, où il y avait déjà plusieurs usines, notamment en Pologne, en Allemagne. Il y avait déjà des usines en France, on n'était pas la seule qui était en France, et donc qui ont voulu racheter le site industriel, et ainsi que sa masse salariale et l'activité, pleinement. Ce groupe s'appelait RR et avait à l'époque le marché sur toute la marque de distribution qu'on peut appeler, nous, par exemple, la marque pour Super U, pour Casino, pour Carrefour. Donc ils étaient des spécialistes pour fabriquer ce type de produits. Par contre, il leur manquait des marques à forte valeur ajoutée. Donc pour eux, c'était un intérêt d'acheter cette usine. Au bout du rachat, donc nous, je faisais partie des instances syndicales de la CGT, et en même temps aussi délégué du personnel, et à la fin j'étais secrétaire du comité d'entreprise. On a mis un veto qui était pour nous, on savait bien que derrière, malheureusement, il y avait de la casse sociale. Mais malgré ça, comme les syndicats et les instances syndicales n'ont pas c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la validation officielle de leur avis, donc l'achat s'est fait quand même. Et malheureusement, au bout de cet achat, donc qui s'est fait en septembre 2011, de suite après, il y a eu de la restriction au niveau du budget et au niveau aussi de la masse salariale. Donc ils ont aussi fait du ménage, comme on peut dire, sur la partie chef de projet qui correspondait aux recherche et développement. Et il y avait au moins, je me rappelle, de 5 ou 6 personnes qui étaient cadres, qui étaient chefs de projet, qui ont été menacés et licenciés au bout de quelques mois, juste après le rachat. Donc en septembre, rachat, octobre-novembre, licenciement. Donc déjà, il y avait pour nous une menace assez importante par rapport à l'activité.
Puis après, au fur et à mesure de l'évolution, il faut savoir que nous, on a continué à produire comme on produisait avant avec Lipa ex 3 ans. Et les marchés, ils étaient toujours là aussi. Donc on avait une production sur l'année qui était pour nous la même. Sauf qu'entre-temps, c'est vrai qu'avec cette nouvelle entité, on avait ressenti quand même une agressivité de la part de la hiérarchie pour rentabiliser encore mieux la production. Et on avait des personnes, des managers qui venaient d'autres sites en France, qui étaient très agressifs, qui nous amenaient déjà une image d'une façon négative par rapport aux salariés, qui ne donnaient pas de la responsabilité aux salariés, mais on en parlera tout à l'heure. Et on a vu que, malheureusement, ils sont allés jusqu'au bout. Donc au mois de mai, la partie commerciale faisait partie de la structure Carcassonne au moment du rachat. Et donc ils l'ont délocalisé. Et cette structure a été délocalisée sur le siège social qui se trouvait en Bretagne, parce qu'il faut savoir qu'il y avait d'autres usines qui fabriquaient des produits quasiment similaires de la nôtre, ou des nôtres de produits. Et donc on n'était qu'une unité de production à partir du mai 2012 jusqu'à l'annonce de la fermeture totale en juillet 2012. Donc il y a eu 10 mois entre le rachat et l'annonce de la fermeture. De juillet 2012, on va vous fermer et voilà. Comment vous donc réagissez là, parce que votre histoire elle démarre là finalement. En fait, pour nous c'était un coup de massue parce que on n'avait pas quand même pensé que l'entreprise puisse être fermée par rapport à l'activité, parce qu'on pensait que derrière elle était toujours rentable cette usine. Donc depuis 1970, donc ça veut dire que plus de 40 ans cette usine existé et elle a su aussi s'adapter à l'environnement, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau produit. Donc on a tous les ans fait des efforts pour que l'activité puisse se faire. Et donc pour nous, on laissait un peu les chiffres, c'est aussi de la partie du conseil d'entreprise, enfin du comité d'entreprise et en même temps du syndicat. Donc on avait aussi des chiffres. Et pour nous, vraiment, c'était un étonnement total d'apprendre cette fermeture, qui était annoncée, entre parenthèses, lors d'une réunion de comité d'entreprise classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réunion exceptionnelle par rapport à cette annonce-là. Et donc, la personne qui nous annonçait cette fermeture était une personne qui travaillait dans une autre site de production en Bretagne. Et historiquement, parce qu'eux aussi s'étaient fait racheter par RR, étaient nos anciens concurrents. Et qui est devenu après directeur général de la structure RR France. Donc il nous annonçait tout communément une chose assez brutale pour nous, cette fermeture. Et quand on a appris cette annonce-là, donc notre réflexe c'est de partir de la réunion, de ne pas avoir accepté cette annonce-là, et d'annoncer à tous nos camarades et les ouvriers de dire d'arrêter la production et de se réunir et de leur évoquer cette fermeture d'usine. Et donc je me rappelle encore que derrière personne n'y croyait. Je pensais que derrière c'était fake news qu'on peut appeler maintenant, mais non, réellement c'était pour nous une réalité. Sous prétexte économique, que la crème glacée en France diminuait son activité et que derrière, par rapport à cette conjoncture-là, ils étaient obligés de fermer un site industriel qui était celui de Carcassonne. Et donc suite à ça, au bout du jour même, on s'est pris à bras le corps et on s'est dit on ne va pas subir cette injustice sociale et on va se battre. Et à partir de là, on a mis une stratégie de combat pour contrer cette fermeture avec le syndicat et les membres du délégué du personnel, et pour justement mettre en place une stratégie. Donc on a demandé à tous nos salariés qu'il fallait continuer à produire, parce que notre richesse, c'est avant tout notre outil de travail. Et donc on allait se battre en parallèle, que derrière la valeur primordiale, c'est le travail, parce que ça amène une richesse à travers de se sentir utile par rapport au travail que vous faites tous les jours. Et la valeur du travail, elle est très importante. Donc on a demandé aux salariés, en parallèle, malgré cette annonce-là,
de continuer à travailler et on n'a pas fait grève. C'est-à-dire qu'on a mis en place une stratégie pour contrer et pour garder le savoir-faire sur le site de Carcassonne, parce qu'on savait malheureusement que notre ville est peu dépourvue d'entreprises et qui amène très peu d'emplois dans notre entreprise, dans notre ville. Et donc on dit on va se battre pour continuer à garder l'emploi. De ce qu'on a fait à partir de ce jour-là. Donc il y avait 124 licenciés qui a été menacés. Et donc après on a fait appel à des soutiens juridiques. Donc on a appelé un avocat qui a pu nous aider aussi pour mettre en œuvre notre combat et essayer de voir juridiquement les faiblesses de notre employeur. Et en même temps on a mis en place aussi un audit fait par une entreprise qui s'appelle Projexia sur Paris, pour qu'on puisse établir vraiment si c'est vraiment une raison économique, le fait que derrière l'entreprise puisse être fermée. Et on s'est aperçu bien sûr petit à petit de notre évolution, en même temps qu'on a mené derrière aussi ce combat de négociation avec l'ancien employeur. On nous a prouvé pour A plus B que la preuve économique n'était pas une raison viable par rapport à l'employeur. Et justement, ils nous ont fait valoir que l'entreprise de Carcassonne générait derrière de la richesse, de la rentabilité. Et on s'est aperçu au fur et à mesure de notre évolution que cette fermeture d'usine était tout simplement pour récupérer les marques qu'on avait créées à l'époque avec Pipa. Et c'était aussi en même temps aussi de créer du profit supplémentaire en éliminant une masse salariale et en toutes les charges qu'a amené aussi l'usine Carcassonne, pour après les répatrier dans d'autres usines qui sont en France ou même à l'étranger. Et donc on a subi un plan de sauvegarde d'emploi où on nous a annoncé des reclassements pour qu'on puisse retrouver du travail dans le groupe, et notamment aussi, là c'est symboliquement c'est assez fort, où on nous a proposé des emplois dans le pays de la Pologne, où il y a des usines déjà en place. Et donc, vu que le marché est au niveau européen et que le capital aujourd'hui est régi par une politique européenne, c'était dans les droits aussi de proposer ce type d'arrangement ou de proposition d'emploi, de reclassement. Donc j'imagine que le fait qu'on vous propose, alors déjà l'injustice de la fermeture, la possibilité de reclassement, j'allais dire au bout du monde, mais presque, a fini de mobiliser l'ensemble des salariés pour aller vers le projet qui fait qu'aujourd'hui vous êtes debout. Le projet en fait de créer cette scope, c'était avant tout de dire à notre employeur, si vous voulez partir, partez, mais nous on peut faire semblant. Et que nous, en tant qu'ouvriers, on est aussi capable de vous, de maîtriser le savoir-faire, de vendre le produit, d'avoir toutes les compétences pour qu'on puisse continuer l'activité sans cette oligarchie, comme on peut dire, qui est une oligarchie à travers, bien sûr, le groupe RR Ice Cream, une oligarchie financière, parce qu'ils sont financés par des fonds d'investissement français et américains à l'époque. Donc tous les profits qui ont été générés par cette entreprise étaient remontés dans des offshore au niveau étranger, et on avait une opacité totale pour essayer de regarder les bénéfices ou les transactions financières qui se faisaient dans le groupe, et on avait très peu d'informations. Donc c'est une sorte aussi d'une malhonnêteté de la stratégie financière qu'avait ce groupe, et qui a toujours ce groupe malheureusement, parce que je parle du cas de Pipa, mais je sais que d'autres entreprises ont subi ce genre de fermeture par la spéculation financière pour générer encore plus de bénéfices financiers et ne plus donner de la valeur humaine dans le travail. Et justement, la SCOP aussi, ça permet aussi de donner cette valeur qu'on avait perdue à l'époque avec Pipa, c'est-à-dire de redonner une identification de la fabrication du produit, que le consommateur, quand il prend notre produit, sache qu'il est fait à Carcassonne, et de donner une identification locale par rapport à l'économie qu'on crée. Et c'est vrai qu'on avait perdu aussi cette notion-là avec ce groupe multinational, où on n'était qu'un maillon de la chaîne, ou aucun chiffre parmi tant d'autres, où il n'y avait pas vraiment de lien humain par rapport à l'activité, notamment au niveau de la hiérarchie de ce groupe-là. Et la SCOP, ça remet un petit peu les valeurs
humaine par rapport au travail, de donner du sens, c'est-à-dire tout ce que vous générez en travail par le biais du produit, c'est que les bénéfices sont répartis équitablement plutôt sur les salariés qui seront sociétaires. Donc ça avait une forme aussi utopique de dire que c'est les salariés qui reprennent le pouvoir et les ouvriers qui reprennent le pouvoir et qui nous donnent derrière une valorisation humaine, une fierté qu'on avait perdue avec cette institution qui s'appelait PIPA et par le groupe RRHQM à travers ça. Donc ce combat, cette annonce de créer une SCOP au début était une surprise par rapport aux salariés parce que pour eux une SCOP c'était peu valorisé, c'est assez marginalisé dans notre pays, c'est peu valorisé. Pour nous, on ne savait pas ce que c'était une SCOP au départ et on a appris, donc il y a un délégué régional qui est venu nous expliquer comment fonctionne une SCOP et c'est vrai que ça nous a énormément séduit de partir sur cette forme-là, qui nous a été conseillé aussi de partir en SCOP par des militants qui nous suivaient par rapport à notre aventure. Donc c'était des citoyens, c'était aussi des politiques au niveau local et on a été très suivis même au niveau de la région. Et aussi à l'époque, il y avait le gouvernement qui était présidé par M. Hollande, où il y avait certains ministres qui étaient aussi attentifs par rapport à ce mouvement qu'on avait créé pour nous aider au maximum à trouver des solutions pour repartir justement en SCOP, qui était d'une valeur, je pense, qui était légitime par rapport à ça. Ça veut dire que rien n'est jamais perdu. Au travers du SCOP, par exemple, je pense à 1336, à Gémenos ou la Bello d'ici, à partir du moment où il y a la volonté de s'opposer, on peut se réapproprier, comme tu le dis si bien, son outil de travail et montrer en plus qu'avec cet outil de travail, on apporte de la valeur ajoutée à une ville. Je veux dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est vrai que, comme on peut entendre à travers les médias, que certaines entreprises ferment aussi brutalement que la nôtre, on entend souvent des salariés, ouvriers qui disent « mais comment on va faire, maintenant j'ai plus de 50 ans ». Ou maintenant j'ai ma famille, je ne sais pas comment on va faire. Pour nous, c'était j'ai toujours travaillé à cet endroit-là. Pour moi, c'était je ne sais pas, je suis perdu, etc. Et en fait, cette image-là, enfin, ou même cet esprit-là, on ne se l'est même pas donné, on ne s'est même pas autorisé de le dire. Parce qu'on se dit, nous, quel que soit ce qu'il y a en face de nous, ce qui compte, c'est que de continuer l'activité par n'importe quel moyen. Et c'est vrai qu'en plus, l'activité peut être créée par une unité, par un collectif. Et aujourd'hui, l'exemple, justement, souligner que le collectif, parce que ça fait maintenant 7 ans qu'on est en activité par rapport à la SCOP, ça marche. C'est-à-dire que la collectivité, aujourd'hui, a sa place dans notre société, même à travers le travail. Et donc ce qu'on a créé, on a créé ce mouvement où on s'est tous réunis et tous motivés ensemble pour justement ne pas abdiquer par rapport à ce que nous proposait notre employeur et pour le contrer au maximum. Donc après, il faut savoir, bon, même il y a certains salariés qui sont des pro-employeurs, mais ça, on ne peut pas l'empêcher. Ça. Mais la majorité, quand même, a fait que derrière, ce mouvement a été suivi par l'ensemble des salariés. Et c'est grâce à ce mouvement-là, parce que nous, même si on essaie de mener ce mouvement-là, sans les salariés qui nous suivent derrière, on ne ferait rien du tout. Et qui a permis aussi de porter aussi un poids supplémentaire par rapport à notre négociation. Il faut savoir aussi qu'on les a mis 2 fois en justice. Et cet ancien employeur, il pensait qu'ailleurs, en 3 mois après l'annonce de la fermeture en juillet, pour eux, c'était fini. Et le combat a duré 1 an. Voilà. Et derrière, on a eu gain de cause, c'est-à-dire qu'on a demandé à notre employeur qu'on fasse une SCOP, et il a été contraint derrière par justement cette force qu'on a créée par l'unité à nous lâcher derrière des outils qu'on demandait pour repartir sur notre activité. Et aussi il nous a donné aussi une somme d'argent à peu près de 1 million d'euros pour qu'on puisse racheter d'autres outils et après aussi avoir de la formation. En fait, parce qu'on pourrait penser que l'employeur gracieusement a donné 1 million et a payé la formation, mais s'il n'y a pas la contrainte, s'il n'y a pas le rapport de force derrière, jamais il donne ce million et jamais il donne la formation. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien ici. C'est vrai, toute lutte, mais c'est un rapport de force. Et ce rapport de force a été créé justement par ce mouvement syndical et derrière d'établir, de faire du bruit et de se faire connaître
et de porter du poids. On a essayé on a porté du poids au niveau médiatique, c'est-à-dire qu'on était présent aussi, manifestations, on était sur plusieurs villes, et malheureusement sur l'année de l'annonce de fermeture, d'autres entreprises étaient en difficulté, notamment, bien sûr, comme tu l'as évoqué, 1336, qui faisait partie aussi des entreprises qui étaient en difficulté pour recréer derrière une activité. Mais je me rappelle aussi, il y avait la Redoute, il y avait l'Asco Métal, et c'est vrai qu'on était derrière, on essayait d'amener une convergence et des luttes pour justement créer un mouvement plutôt national, et pour faire voir aussi à nos citoyens les injustices qu'on avait subies par rapport à ces fermetures. Et donc bien sûr ça c'est un combat perpétuel où il fallait amener tout le temps du doute à notre employeur, ce qu'on a fait d'ailleurs. Le fait de les amener 2 fois en justice aussi, ils se sont remis en question. Il faut savoir que derrière, sur la négociation des primes de licenciement, on est allé sur des négociations qui étaient aussi importantes en ayant des primes de licenciement aller plus de 100 000 € par salarié pour les plus anciens, jusqu'au minimum 30 000 € pour les gens qui étaient avec moins d'expérience dans l'entreprise. Donc après, en juillet 2013, on a signé ce compromis, et c'est à partir de là qu'on a mis en place cette nouvelle société qui s'appelle La Fabrique du Sud, qui est une société du Sud, comme son nom le dit, à Carcassonne. Et on a essayé de trouver aussi une stratégie pour refaire de la glace artisanale qui donne une plus-value par rapport aux ingrédients, notamment au niveau du lait, au niveau de la crème fraîche, au niveau aussi des sorbets pleins de fruits. Alors, ce qu'on ne faisait pas du tout avec Plipa. On était en mode dégradé avec Plipa sur la partie produits, où il y avait beaucoup de produits qui étaient à base d'eau, mélangés avec des poudres, avec des stabilisants chimiques, avec des extraits, des arômes qui n'étaient pas naturels, avec de la matière grasse. Même si on a gardé quand même l'activité, on s'est dit que l'activité, parce qu'on a repris en fait sur les 124 licenciés, 19 salariés qui ont voulu reprendre l'activité et de repartir avec une société coopérative, de repartir sur une utopie en fait. Parce qu'au départ, c'est vrai que la mise en place d'une SCOP était plus une façon utopique de dire que c'est les salariés qui vont reprendre l'outil de travail et qu'on n'a pas besoin de l'employeur pour le faire. Quand on t'écoute, on se rend compte que d'abord, la lutte, ça paye. 2, que bientôt 7 ans après, vous êtes toujours debout. L'avenir, vous le voyez comment maintenant pour la Belle Aude? Comment vous voyez le futur? Le futur dépend de la construction. On est parti sur 3 mots qui valorisent en fait le cadre de la SCOP aujourd'hui, une qualité du produit, de l'innovation et du local. Vous allez me dire, pour la glace, la vanille, le chocolat, le café, ça ne vient pas de France, mais tout ce qu'on peut avoir, notamment au niveau des fruits, je pense à l'abricot, je pense à la pêche, je pense à la poire qui vient de l'Aude par exemple, ou alors par exemple pour la vanille, on travaille directement avec une productrice de Madagascar, où on sait que cette vanille-là, elle sert aussi à financer des écoles dans son village. Donc on essaie d'amener du sens à travers les achats de matières premières, ou soit aussi à travers des emballages, ou aussi à partir aussi de la partie communication, etc., d'essayer de faire intervenir des personnes au niveau local. Et en fait, cette réussite aussi, elle est due à cette unité qu'on a créée, mais aussi l'unité qui a été créée par rapport aux consommateurs qui nous ont été fidèles depuis le début. Comment le consommateur allait réagir une fois que le produit est en rayon, et en fait on a été dévalisé. C'est redonner du sens aussi à travers que quand vous achetez un produit La Belle Aude, en même temps vous participez à générer de l'économie au niveau local, que ce soit sur notre département ou la région, ou voire national. Parce que les particularités de SCOP, c'est que les bénéfices sont répartis localement et au niveau des salariés, et aussi une partie des bénéfices va dans l'investissement pour remettre des outils, pour valoriser aussi notre évolution. Donc on est parti sur la première année à 750 000 € de chiffre d'affaires, qui n'est pas une année pleine, parce qu'on a démarré en mois d'avril 2014. Et aujourd'hui, on est à 3 200 000 € sur l'activité, donc des progressions qui sont assez constantes, mais qui sont mesurées aussi, parce qu'on sait que derrière, par rapport à notre évolution, où nos clients sont essentiellement les grandes surfaces, ils ont les moyens d'amener du volume, mais nous, il faut qu'on ait les moyens de répondre que ces volumes seront présents dans les rayons, et d'avoir aussi une certification qu'on est une entreprise sérieuse. On essaie de faire plus de 10% tous les ans. La plus grande richesse qu'on a dans l'entreprise, c'est que
sociétaires, salariés, savent aussi être agiles par rapport à l'environnement extérieur. On est tous issus de la fabrication, produits, et il y en a la plupart qui ont changé totalement de métier. Parce qu'ils savaient que derrière, on ne pouvait pas faire autrement. Chaque personne dans notre entreprise est importante. Il n'y a pas de sous-métier. Tout le monde est important dans notre société. Et de mettre l'ego de temps en temps de côté. De s'adapter par rapport à la majorité. C'est-à-dire que la démocratie dans notre entreprise est très importante. Donc nous, depuis 2014, ces produits, aujourd'hui, on fait des pots qui sont vendus en grande surface. On a plus de 20 références et on évolue constamment en production et en développement. Donc de faire du chiffre d'affaires, on voudrait arriver à 4 millions d'euros en 2023. On voudrait avoir des nouveaux bâtiments. On voudrait aussi que le produit, petit à petit, se vende peut-être au niveau national. Pour le moment, on est interrégion, donc il faut savoir que nos produits sont vendus majoritairement dans le Grand Sud et un petit peu Île-de-France. Que ce soit une histoire aussi qui puisse réussir en ayant toujours un lien avec le consommateur, parce que c'est le consommateur aujourd'hui qui nous fait vivre. Et c'est d'être aussi que l'histoire elle peut être créée avec les consommateurs. Ça reste une très belle histoire quand même. Je veux dire que ce soit la Belle Haute, que ce soit 1336. Après, dans d'autres secteurs d'activité, je pense à Kemoine dans la chimie, je pense à la réparation navale à Marseille, c'est quand même la volonté des salariés qui a fait qu'aujourd'hui ces boîtes tournent. Mais vous êtes une espèce d'exemple vivant de ce qui peut être fait quand on est en situation de danger. Après, c'est vrai que chaque histoire est particulière. Notre histoire est fait que derrière c'est une réussite par la volonté des salariés, et c'est que par la volonté qu'aujourd'hui on est là. Et que derrière il n'y a pas de fatalité, de ne pas baisser les armes. Et il faut savoir qu'en face de nous, on a des personnes qui sont programmées pour vous déstabiliser par rapport à une fermeture. Parce que l'objectif, eux, c'est de la rentabilité. Et il faut savoir se former à ça. Il faut savoir derrière connaître notre ennemi. C'est d'établir aussi un rapport de force, et ce rapport de force qui soit dans la durée du temps. Il joue sur notre vie et d'être entouré. D'être entouré, nous on est entouré par un syndicat. Moi je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le syndicat qui est la CGT qui a permis aujourd'hui d'être ce qu'on est aujourd'hui. Que quelle que soit l'annonce de l'employeur, c'est de garder l'activité. Parce que l'activité, c'est le salarié qui le crée. Et ce n'est pas le patronat qui le crée. Dis-nous où est-ce qu'on peut vous retrouver, si vous avez des sites où on peut vous suivre. Nos produits sont vendus bien sûr en grande surface. Et les consommateurs peuvent aller sur notre site internet, interroger, parce qu'on a mis une carte où il y a la distribution de nos produits. Aussi, ils peuvent avoir pris connaissance de nos produits, parce qu'il y a le détail des ingrédients à l'intérieur. Il y a aussi le quotidien qu'on fait. J'invite aussi aux personnes qui nous écoutent à s'inscrire à notre newsletter où on donne tous les mois des informations récurrentes par rapport à l'activité. Et donc bien sûr on est présent sur les réseaux sociaux et donc aussi voilà, on est toujours à l'écoute de ce que peut demander le consommateur. Et on essaye de faire aussi, qu'on a fait il y a 2 ans, une visite annuelle pour visiter l'entreprise et de créer aussi des événements extérieurs pour que les consommateurs puissent mieux nous connaître. Écoute Christophe, merci beaucoup et je dirais longue vie et continue à nous régaler.